Bonjour à tous, bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, j'ai invité Sophie Winmess. Bonjour. Bonjour. Ministre fédérale du budget. Mais tout d'abord, je voudrais connaître votre réaction à cette grève sauvage des contrôleurs du ciel. Je trouve ça assez hallucinant. Autant je peux tout à fait comprendre qu'on se batte et qu'on fasse défendre ses droits si on s'estime lésé. D'un autre côté, je pense que si on voulait mettre par terre l'aéroport, on n'aurait pas choisi un meilleur moment que de faire ça aujourd'hui. Donc il faut agir. Quel conseil a donné à votre collègue, la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galland ? Elle fait appel et elle demande d'ailleurs qu'on respecte la concertation sociale et que le calme soit ramené. Je pense que c'est un bon conseil. Je n'ai pas de conseil personnel à lui donner. Peut-être demander aux gens qui sont en santé de revenir travailler parce que c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt de la Belgique, je pense. Alors justement, dans l'intérêt de la Belgique, il y a aussi le budget. Et donc ce budget, ce week-end, le Premier ministre et vous-même, vous êtes félicités de l'ajustement budgétaire réussi. Vous avez trouvé 2 milliards, un peu plus de 2 milliards 200 millions qu'il fallait pour boucler ce budget. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir été un peu trop juste, trop ric-rac dans ce budget? Parce que le Conseil supérieur des finances vous dit quand même qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour les années à venir. En fait, ce qu'il faut faire la différence, il faut faire la différence entre l'ajustement budgétaire, qui était l'exercice que nous devions faire aujourd'hui, c'est-à-dire 2 milliards pour respecter la trajectoire que nous nous étions fixée pour 2016. Et puis, il y aura effectivement, au mois de juillet, la préparation du budget 2017, celui-là, où nous devrons faire des efforts que nous avions nous-mêmes déjà identifiés. Alors justement, on parle d'équilibre structurel, où on voudrait y arriver, mais est-ce que ce sera pour 2018 ou pour 2019 ? Donc l'accord de gouvernement prévoit effectivement l'équilibre structurel en 2018 et nous travaillons dans ce sens. Mais aujourd'hui, donc avec ces lignes de conduite que le Conseil supérieur des finances vous donne, vous savez où vous savez comment, théoriquement, vous allez faire pour les budgets à venir ? En fait, ce que le Conseil supérieur des finances nous donne, c'est une indication. Donc il dit, voilà, gouvernement, si vous faites l'équilibre structurel en 2018, voici quels sont les efforts supplémentaires que vous devez faire, tenant compte des améliorations mécaniques, on va dire. C'est encore après au gouvernement de choisir quand il fera ces efforts, évidemment. Et ce qu'on constate ici dans le rapport du Conseil supérieur des finances, c'est que l'entièreté des efforts est ramassée sur 2018. Donc le gouvernement pourrait tout à fait décider d'anticiper ces efforts pour pouvoir les étaler dans le temps. Donc réponse lors du budget 2017. Bart De Wever disait justement il faudra aller chercher plus de 3 milliards en 2017. C'est un chiffre en l'air En fait, nous avions déjà identifié, quand nous avons fait l'initiale 2016, 2 milliards d'efforts en 2017. Vous savez que avec l'effort du comité de monitoring en faisant 2 milliards, il y avait aussi là 1 milliard d'efforts supplémentaires. Et donc j'imagine que c'est le calcul que fait M. De Wever. Ceci étant dit, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'un budget, c'est un organisme vivant qui fonctionne avec des prévisions macroéconomiques. Et les prévisions macroéconomiques, elles sont dépendantes de l'évolution du monde. Les taux d'inflation, la croissance, etc. Et donc à chaque fois que nous nous mettons à la table pour travailler au niveau budgétaire, nous prenons en compte les dernières prévisions et donc il est normal que ces prévisions bougent. Alors fin du mois, rendez-vous important avec la Commission européenne parce que là vous devrez présenter le programme de stabilité. Et là vous risquez d'avoir peut-être des mauvais points ou des bons points. Comment ça va se passer ? Alors en fait, la Commission européenne, elle nous évalue sur toute une série d'aspects. Donc effectivement, elle nous évalue sur notre budget, donc là c'est le contrôle budgétaire, comment est-ce qu'on tient la route que nous nous sommes fixée à l'intérieur d'un programme de stabilité, c'est-à-dire la trajectoire sur plusieurs années. Elle regarde ceci, mais elle ne regarde pas que cela, elle regarde aussi toutes les réformes structurelles que nous mettons en place. Elle avait d'ailleurs évalué de manière extrêmement positive la réforme des pensions qui a été mise en place par Daniel Bäcklen, et nous venons ici avec un paquet de réformes sur le marché du travail. Vous redoutez son avis ? Je ne le redoute pas. Je sais que c'est un vrai exercice, que c'est un moment sérieux, que nous préparons au mieux avec les régions, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Commission européenne ne reconnaît
que la maison Belgique. La lasagne institutionnelle, comme on l'appelle chez nous, ça n'a pas d'importance pour la Commission européenne. Ce qu'elle reconnaît, c'est l'ensemble. Et d'où l'importance et d'où l'intérêt fondamental que les régions et le fédéral travaillent ensemble et portent ensemble le projet vis-à-vis de l'Europe. Alors justement, il y avait eu des problèmes quand on avait fait les comptes des régions. Les régions n'étaient pas du tout contents des comptes qui avaient été faits par les services des finances et du budget. Alors aujourd'hui, est-ce que ces comptes sont exacts? Est-ce qu'il y aura encore des problèmes avec les régions? Alors effectivement, il y avait eu un souci d'évaluation de ce qu'on appelle l'impôt-État, donc ce que l'on reverse aux régions pour assurer leurs différentes et nouvelles compétences. La méthodologie utilisée en fait posait question. Et donc avec les régions, nous avons discuté, le ministre des Finances est venu à proposer une nouvelle méthodologie et il y a eu satisfaction autour de la table pour estimer que cette nouvelle méthodologie devrait normalement satisfaire les besoins, mais nous verrons effectivement à l'utilisation. Donc là, il y a une réunion qui est prévue la semaine prochaine, donc vous pensez qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises en tout cas? La réunion de la semaine prochaine, c'est le comité de concertation pour déterminer ensemble le programme de stabilité. Effectivement, et en fonction, et dans ce programme de stabilité, eh bien, l'impôt est à jour. Mais c'est un ensemble de choses qui devront être discutées. Et la plus importante, ça va être la trajectoire. Alors, venons-en au budget lui-même. Alors, un budget, ce sont des recettes, ce sont des dépenses. Alors, en matière de recettes, quelles recettes avez-vous inventées à l'occasion de cet ajustement budgétaire? Alors heureusement, on n'a pas inventé grand-chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, il y a une part des recettes qui sont axes tabac, axes diesel, qui sont pour la plupart en fait des recettes qui étaient déjà escomptées dans les années futures, mais qu'on a anticipées. Mais donc elles n'étaient pas prévues elles n'étaient pas prévues en 2016, ouais. Elles étaient prévues plus tard. Mais il y a aussi tout un aspect fraude fiscale, la taxe CARA, une taxe bancaire supplémentaire et une nouvelle manière d'appréhender en fait des fonds immobiliers qui rapporteraient jusqu'à 250 millions d'euros. Mais alors quand on évalue les recettes de ces taxes, c'est parfois un peu dangereux. On n'est jamais sûr que ces taxes vont vraiment rapporter ce qu'on pense qu'elles vont rapporter. Parfois, il y a des gens qui arrivent à éluder ces taxes-là. Alors comment faites-vous pour être persuadé que vous avez le bon chiffre? Eh bien, d'abord, quand on prépare un budget, on se base sur des notes techniques qui émanent de l'administration. Évidemment, les techniciens, les experts se mettent ensemble pour évaluer au plus juste les rendements ou les économies supplémentaires d'ailleurs. Mais je le répète, un budget, c'est une prévision. Et donc, par essence, ces prévisions, elles sont amenées à évoluer au fur et à mesure du temps. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons le contrôle budgétaire. Alors ça, c'est pour les recettes. La partie dépenses, ou plutôt les économies sur les dépenses de l'État, sur le train de vie de l'État, là aussi, vous vous attaquez au chômage, à l'INAMI, aux soins de santé, avec quand même pas mal d'économies qui sont faites. Alors, comparativement, il y a, on va dire, dans les grandes masses, 450 d'économies en sécurité sociale pour 550 de revenus fiscaux supplémentaires. 450 sur un effort global de 2,2 milliards. C'est juste pour remettre les choses en perspective. Alors effectivement, il y a des mesures d'économie qui sont prévues et qui ciblent quoi? Qui ciblent la fraude sociale, parce qu'elle existe aussi, qui cible aussi des mesures supplémentaires que Madame De Blocq doit présenter en soins de santé, qui ciblent aussi les pensions. Alors les pensions, en fait, ces mesures-là ne rapportent pas... Il y a beaucoup de grogne sur les pensions pour l'instant. Alors voilà. Alors ici, ce sont des pensions... Ce sont des mesures qui concernent les pensions du secteur public et qui, en fait, ne rapportent pas beaucoup au budget 2016, mais qui, à terme, rapporteront. Parce que je vous rappelle encore, le fondement de la réforme des pensions, c'est la soutenabilité de ces dépenses à terme. Aujourd'hui, les pensions, ça représente 40 milliards, c'est énorme. Et donc, il est important, et M. Baclen a déjà entamé la plus grosse partie de cette réforme, et de continuer à travailler. Et l'angle d'approche de M. Baclen, c'est le suivant, c'est d'essayer d'harmoniser, de simplifier et d'amener peut-être parfois un peu d'équité entre le système de pension public et le système des pensions pour les employés, par exemple. Alors, vous avez utilisé le mot équité. Souvent, on critique le gouvernement en disant qu'il y a un manque d'équilibre. On a l'air de taper beaucoup sur les petits revenus, la petite fraude sociale, par exemple, et pas assez sur les revenus de la spéculation ou la grande faute fiscale. Comment vous répondez à ça? Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Au contraire,
Non, mais la réalité, moi je ne peux venir qu'avec des chiffres objectifs. La réalité, c'est que le gouvernement, et encore hier en commission, M. Van Overtveld est venu avec des mesures spécifiques, grande fraude fiscale, parce que ça, il y a vraiment quelque chose là, effectivement, à faire. Et toutes les mesures que nous mettons sur la table, tous ces rendements supplémentaires, ce sont des choses qui n'étaient pas faites avant. Et donc je pense que c'est un très mauvais procès que l'on fait à ce gouvernement. Mais souvent, on fait ce procès aussi que quand on rabote les services publics, alors du coup, on se retrouve avec moins de policiers, et alors on est obligé tout d'un coup de ramener, de remettre de l'argent sur la table pour la sécurité. Est-ce que c'est une critique qui vous touche, ça, quand on dit qu'on touche à l'essence même du service public ? Moi, je ne pense pas qu'on touche à l'essence même du service public. On a effectivement, ça c'est vrai, tout le monde, dans la période qui est la nôtre, qui est une période quand même qui est économiquement, on n'est pas florissante, et on essaye de justement rebooster cette économie par des mesures, les mesures taxées, je vous le rappelle, en compétitivité, en pouvoir d'achat. Eh bien, je pense qu'il n'est pas anormal que l'État fasse aussi son travail en interne de diminution des dépenses publiques avec un gros projet qui est le redesign, qui est comment est-ce que je rends plus efficient l'entièreté des services fournis par les administrations. Donc en faisant des économies, en travaillant avec toutes les administrations ensemble, pour les achats par exemple. Pour les achats, d'autres services que l'on peut grouper, qui en fait, le redesign, c'est pas seulement de l'argent dépensé en moins, c'est aussi des recettes supplémentaires par la meilleure perception, c'est toute une série en fait de rendements directs et indirects qui seront obtenus par une meilleure efficience du travail de l'État. Alors, il y a aussi un élément important, en tout cas pour les gens, c'est de se dire, avec les attentats, les suites des attentats, quel impact ça va avoir sur le budget ? Est-ce que du coup, on va avoir de nouvelles taxes ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact des attentats sur le budget ? Alors, le premier impact très direct qui a suivi en fait les attentats de Paris, c'était la volonté du gouvernement de mettre 400 millions sur le budget pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Ça, c'est un impact qui est clairement identifiable. Alors effectivement, on peut s'attendre à ce que... l'impact économique. Voilà, ouais. Et j'en viens justement. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact économique certain des attentats, d'où aussi, et je le rappelle, l'importance de chacun de prendre ses responsabilités dans l'image de la Belgique, dans le fonctionnement économique de la Belgique. Et donc, oui, je pense qu'il y aura des répercussions économiques qui ne sont pas encore calculées. On attend de voir les chiffres. Quand nous établirons le budget 2017, nous nous baserons sur les dernières prévisions économiques du Bureau fédéral du plan qui dateront du mois de juin. Et je pense que là, déjà, nous aurons des indications plus précises et ça nous permettra effectivement de préparer au mieux ce budget. Mais globalement, ça va faire perdre de l'argent à l'État comme ça va faire perdre de l'argent aux Belges. Eh bien, de manière générale, quand l'économie se ralentit pour ce type de raison-là, ce n'est pas positif pour l'économie, ce n'est pas positif pour le budget de l'État belge. Merci Sophie Wilmès d'être venue nous expliquer le budget. On se retrouve demain pour une autre interview.